Je crois qu'une telle conférence était nécessaire pour appeler les choses par leur nom. J'ai constaté que certaines personnes ne comprennent pas ce que c'est le mot délation. Donc, je commence par la définition. D'après le dictionnaire, la délation est une dénonciation intéressée et méprisable. Un délateur est une personne qui pratique la délation, c'est un dénonciateur. Vous aurez compris que c'est toujours par intérêt direct du délateur ou par intérêt de celui qui l'incite à calomnier les autres, à mentir. Les délateurs, moi je les ai découverts en premier lieu en novembre 1994 à Ruhango où je passais pour contrôler les gens qui étaient en prison. Parce que partout la population nous renseignait que les gens disparaissaient et nous on allait vérifier si ces gens-là étaient tués ou s'il y avait leur cadavre dans les prisons, puisque les gens étaient tellement torturés que c'était vraiment démourant. J'ai découvert un groupe de veuves et d'orphelins qui justement étaient venus charger, on leur avait demandé un service. C'est comme ça qu'ils se sont présentés. On leur avait demandé un service pour venir charger un enseignant d'une colline dans les environs, mais l'enseignant il ne reconnaissait pas. Alors il disait, mais on nous a demandé de venir accuser quelqu'un, mais nous ne le reconnaissons pas. Alors j'ai posé la question, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vous ne connaissez pas la personne que vous êtes venu là? Non, on nous a demandé de venir. Voilà. C'est comme ça que j'ai découvert les premiers noyaux et je me suis intéressé alors à enquêter sur ce phénomène que je trouvais nouveau. La culture du mensonge telle que Nietera vient de la décrire, je la connaissais. Le Rwandais ne te dira jamais d'où il vient, où il va, il ne te dira jamais ce qu'il a fait. Mais pour une fois, on avait invité les gens, on avait dressé, on avait formé les gens pour venir mentir. Et le faire comme des acteurs de cinéma qui sont habitués à jouer, qui sont destinés à jouer dans plusieurs films. Ce qui veut dire que les procès sont devenus des films, du cinéma. Que ce soit au Rwanda, que ce soit au TPR, que ce soit à Bruxelles, à Lausanne. Partout où j'ai été comme témoin de contexte, j'ai constaté ce genre d'individus, ce genre d'acteurs de cinéma. Les délateurs qu'on a formés, je crois que le Front patriotique rwandais a mis beaucoup de moyens parce qu'ils avaient besoin de délateurs pour quelques objectifs. Le premier, c'est permettre aux forces rwandaises de défense et la branche de renseignement militaire, la Directorate of Military Intelligence, à sévir contre les Hutus en général, considérés comme des opposants, comme des ennemis du nouveau régime, et plus particulièrement contre les anciens opposants Hutus, rescapés aussi du génocide, des massacres et de la guerre. Deuxièmement, il fallait faciliter et favoriser les arrestations et les détentions arbitraires. Troisièmement, il fallait permettre et faciliter la confiscation ou l'occupation illégale des biens appartenant aux personnes arrêtées injustement ou aux personnes qui avaient fui le pays. Quatrièmement, il fallait intimider et éliminer les éventuels et futurs opposants au nouveau régime de Paul Kagame. Ce qui voulait dire que au Rwanda, quand on te cherche, on te trouve. Il y a toujours de quoi t'accuser. Et on trouve toujours des témoins, puisque les délateurs sont là. Donc, on a commencé d'abord par utiliser les veuves et les orphelins Tutsis, mais par après, on a trouvé que c'était encore plus crédible de demander à quelques Hutus de calomnier leurs congénères. Donc, les Hutus sont entrés aussi dans le club des délateurs, donc des menteurs professionnels. C'est un phénomène qui est lié au Front patriotique rwandais. Ce phénomène, c'est une arme terrible. Vous savez que les Américains, les Anglais, ils ont inventé des missiles à tête nucléaire. Chez nous, Kagame a inventé les syndicats de délateurs. Et je vous assure, ce sont des armes redoutables, puisqu'ils ont réussi à faire condamner des gens au tribunal pénal international, à Bruxelles,
tout ce qui passe à la cour d'assises sont sûrs d'y passer. Ils n'ont aucune chance devant les syndicats de délateurs. Pour que les syndicats de délateurs puissent travailler en toute tranquillité, il a fallu épurer la magistrature. Donc le système judiciaire rwandais a été apuré, a été purifié. Il y a eu une épuration ethnique et politique de la magistrature rwandaise. On a chassé les magistrats courageux, on les a mis en prison et d'autres on les a fait disparaître, donc on les a assassinés. Les Hutus peuvent, ou même aujourd'hui, se considérer tous comme des prisonniers dans ces conditions. Les délateurs ont contribué à faire jeter beaucoup de gens en prison. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on découvrait que les gens avaient été calomniés et qu'on devait les libérer, eh bien, les militaires s'arrangeaient pour les assassiner la nuit. Vous savez, un enfant, il grandit toujours, et puis il finit par devenir musclé, devenir un grand boxeur, comme un pilote d'avion, un grand officier, un grand général. Vous voyez bien sûr que les délateurs, ils ont grandi aussi, ils ont eu de l'expérience. Depuis 15 ans, vous savez, les humanités, ce n'est jamais 15 ans, mais eux, ils ont une expérience de 15 ans. Je crois que vous, les avocats qui sont à Arusha, vous avez rencontré des professionnels à Arusha qui reviennent plusieurs fois dans plusieurs procès. Donc, nos délateurs sont devenus des professionnels, vraiment des artistes. Vous avez Michael, c'était un artiste, un musicien, un très bon musicien. Donc les délateurs sont devenus de très bons comédiens aussi. Et actuellement dans les Gacaca, c'est un fléau catastrophique. Imaginez-vous que l'industrie cinématographique à Hollywood contribue à enrichir. Et les artistes, les acteurs de cinéma, vous savez, c'est les meilleurs qui sont bien payés. Au Rwanda aussi, les délateurs se sont trouvés un beau débouché pour s'enrichir. Maintenant, ils n'ont même pas besoin vraiment de se donner beaucoup de se casser la tête. C'est-à-dire qu'on recense les maisons. Je suis sûr et certain que parmi vous, vous avez la moitié d'ici, des personnes qui sont ici. Je suis presque sûr que maintenant vos maisons ont été vendues aux enchères et que le produit de la vente aux enchères a été partagé entre les délateurs, les juges Gacaca et l'huissier de justice qui est chargé justement de la mise en vente. Et c'est maintenant, depuis bientôt 2 ans, donc depuis l'année 2008, avec la programmation d'arrêter les Gacaca, donc on aura liquidé toutes les maisons, les forêts, les propriétés terriennes, les terrains agricoles, les vaches, même les meubles de maison. Tout ça c'est mis en vente actuellement. Et on n'a pas besoin de prouver que vous êtes coupable, hein? Non. On vous invente quelque chose, vous amenez vos témoins, et les témoins à décharge sont tout de suite mis en prison, condamnés de 3 mois à 30 ans de prison, parce qu'ils sont témoins à décharge. Donc les témoins à décharge ne se présentent plus. D'autres sont intimidés, terrorisés et mis en fuite. Les quelques témoins à décharge dont les Tinitutsi qui osent venir dire écoutez, Sohutu nous a sauvés, nous étions cachés chez lui, il n'a rien fait, il ne nous a jamais quittés parce qu'il veillait sur nous. Cela, on leur demande, mais qu'est-ce qui vous a demandé de venir dire ça dans les Gacaca? Oh, vous savez que les Gacaca, c'était la parole donnée à la population. Maintenant, ce n'est plus le cas. On te demande qu'est-ce qui t'a donné cette mission? Qu'est-ce que tu viens raconter ici? Voilà le système Gacaca, comment il fonctionne. On retombe toujours dans la culture du mensonge que Nietera vient d'exposer. Moi, j'ai trouvé un nom pour ce système d'enrichissement illégal, illicite. Je trouve que les syndicats de délateurs, plus les juges intègres, qui ne sont plus les juges élus par la population, ça je veux bien le souligner, les juges élus par la population ont été disqualifiés et rajoutés sur les listes des génocidaires. Ça veut dire que les Hutus intègres, et même certains Tutsis qui étaient intègres, qui avaient été jugés intègres pour mener à bien le procès Gacaca, on les a disqualifiés. Celui qui n'est pas devenu un génocidaire, il est devenu un voleur, on l'accuse de quelque chose.
Ou bien on dit qu'on lui demande, on fait pression la nuit, on dit, alors il démissionne le matin, il dit, ah, je suis malade, je ne pourrais plus continuer. Voilà. Donc, on a mis tous les moyens pour empêcher les personnes intègres de le faire. Moi, j'ai trouvé que cette combinaison des délateurs qui sont constitués en syndicat, 2, 3, 4 personnes, décidaient à manger, j'utilise le terme, décidaient à manger votre maison, votre petit bois, votre terrain agricole ou votre vache, eh bien, ces gens-là se sont constitués en une forme d'escroquerie collective et, pour moi, je dis qu'ils ont créé l'industrie du génocide rwandais. C'est une forme d'industrie, puisque l'industrie, c'est toute une structure avec des produits, avec les clients, avec le système de distribution, avec le système de vente et tout ça. Donc, cette industrie, c'est le terme qui va certainement qui va circuler à partir d'aujourd'hui. Cette industrie du génocide enrichit et les autorités du FPR et tout ce qui, je veux dire, vivent de ce phénomène-là. Ça veut dire que les locales de défense qui viendront arrêter ou intimider les gens, empêcher les témoins de charger à parler, chacun va recevoir une partie, évidemment officieusement. Et chaque fois qu'on trouve que la maison qui a été vendue, il reste encore des millions à distribuer, on va trouver 2, 3, 4 bonnes femmes. On leur dit, mais vous venez, il y a encore de l'argent à donner. Donc, on va trouver encore des personnes intéressées qui viennent dire, écoutez, ah, moi j'étais le gardien de la maison, moi j'étais le maçon de la maison, mais il ne m'a pas payé. Maintenant, on entre d'autres accusations qui n'ont rien à voir avec le génocide. Ces accusations rentrent dedans. Ce que je vous dis là, j'ai des faits. J'ai des faits, j'ai des données, j'ai des dossiers qui ont été donnés à l'ombudsman, M. Tito Rutaremara, et j'ai des dossiers, puisqu'il s'agit des personnes qui sont en Belgique, donc ils ont constitué les dossiers. Ils les ont mis maintenant au tribunal, non plutôt, ils les ont mis maintenant à la Commission nationale des droits de l'homme. Je ne peux pas arrêter sans dire que parmi les délateurs, on a trouvé quelques exceptions où les plus hautes autorités sont devenues des délateurs aussi. Si vous avez suivi le procès de Patrick Karegeya, l'ancien patron des services de renseignement extérieur, eh bien, il a été calomnié, je dis bien calomnié, par le chef d'état-major James Kabarebe, dont le bras droit de Kagame. Parce qu'il disait il paraît qu'il avait fait une soumission, une subordination, mais on n'a jamais expliqué de quelle subordination il s'agissait. Les syndicats de délateurs ont été reconnus publiquement par l'ancien ministre de la Justice, Néziriayo Faustin, qui a d'ailleurs fui en janvier 1999 en tant que ministre de la Justice. Vous comprenez? Lorsqu'un ministre de la Justice fuit un régime qui sert, vous aurez compris que ça ne blague pas, que ça ne badine pas, que ce n'est pas un petit jeu. Tous les militants des droits de l'homme, à commencer par moi, qui ai fui le pays le 27 février 1995 et qui a préféré travailler à partir de l'extérieur, on a maintenant plus de 40 militants des droits de l'homme qui ont fui le pays et on n'a qu'une seule personne. Je vous prie bien d'écouter son nom. C'est Madame Rakia Omar, d'African Right plutôt, qui est de nationalité britannique et qui est d'origine somalienne, qui est la seule militante des droits de l'homme acceptée par Kagame à Kigali, au moment où Alison Deforge est morte après avoir été interdite plus de 3 fois à rentrer au Rwanda. Vous aurez compris le phénomène du Rwanda. Je vous remercie.